Ciao a tutti, bienvenue dans cette FAQ de mon groupe Facebook Pizza Technique et Sciences. Chaque semaine, je réponds directement à vos questions sur un sujet technique spécifique. Cette semaine, le sujet était le pétrissage. Donc, on va voir ensemble vos questions et je vais les répondre. Alors, c'est parti. Voilà le post pour la première FAQ sur le pétrissage. Et on va démarrer tout de suite avec la question de Loris. Salut Sergio, je teste depuis peu la farine Vesuvio Tipo 0 du moulin Vigevano. Je rends compte que celle-ci est totalement différente lors de la phase de pétrissage en comparaison à un Caputo par exemple. Comment adapter la force de pétrissage en fonction des différentes farines utilisées? Je sais que la Mulino Marino est une farine beaucoup plus délicate à travailler également. Loris, alors très bonne question. C'est vrai que chaque farine a des comportements différents dans toutes les étapes de préparation. Ça peut être la réponse élastique, ça peut être voilà, le gluten, mais notamment au niveau du pétrissage. Donc ça, c'est lié souvent à l'absorption, l'amidon et aussi au gluten. Donc vraiment, chaque farine va travailler, absorber différemment. La force de pétrissage, forcément, est un résultat en fait, de comment tu travailles au niveau des vitesses, des RPM. Mais il ne faut pas oublier que dans ce sujet rentre aussi en jeu l'insertion des liquides. Donc, si l'absorption de la farine change, il faut faire attention à comment tu vas insérer les ingrédients, notamment les liquides. Donc, l'insertion de l'eau, il faut peut-être l'adapter en fonction de la farine. Et c'est vrai que les farines Marino, celles que j'utilise, ce sont des farines qui effectivement ont une tendance différente de travail, surtout parce que ce sont des farines biologiques. Et donc ça, si jamais tu as essayé, tu auras pu voir ça. Alors ensuite, Jérôme, bonjour, quelle est la vitesse idéale pour le pétrissage et la durée maximum afin d'éviter d'obtenir une pâte élastique difficile à travailler? Alors Jérôme, les vitesses de pétrissage vont dépendre en gros de la pâte que tu réalises, de l'empattement, de l'hydratation et notamment aussi de la farine si on fait le lien avec la question de Loris. Donc pour moi, idéal n'existe pas en général parce que c'est trop vaste comme question. Idéal, pourquoi? Idéal pour quel produit? Je peux te dire que pour une napolitaine ou une pizza qui est hydratée de manière moyennement, donc avec une hydratation moyenne, on est aux alentours de 100 et 200 RPM. Donc 100 pour la première vitesse et autour de 200 pour la deuxième. Après, il faut faire attention parce que ici, tu mets beaucoup de poids sur la vitesse du pétrissage par rapport à l'impact sur l'élasticité du gluten et de la pâte. Fais attention parce que si la vitesse peut avoir un impact direct, généralement, c'est pas juste ça. Il y a forcément l'impact du reste du protocole, aussi comment tu as choisi les ingrédients au niveau de la farine et de l'hydratation. Donc, fais attention à te poser une question plutôt en général, générique sur tous les paramètres. Ensuite, donc, Green, bonjour, 3 vérifications à faire pour savoir si on a bien pétri. Pâte élastique, non collante et résistance testée à l'étirement de la main. Très bien. Mais pour arriver à ce résultat, avec la même farine et hydratation équivalente, combien faut-il environ de temps de pétrissage à la main, au robot pâtissier et au pétrin? Faut-il faire des rabats pour toutes ces techniques? Alors, les temps ne sont jamais, le temps n'est jamais un paramètre qu'il faut prendre en compte pour la réussite du pétrissage. Ça, c'est une chose que je dis souvent. Donc, c'est difficile de répondre de manière générale. Pourquoi? Parce que, comme on vient juste de discuter de deux dernières questions, il y a d'autres paramètres. La farine en elle-même, et ça va impacter, même si tu gardes la même farine, ça sera différente pour une autre. Donc, je ne peux pas te donner un temps. Ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais te donner une fourchette. Un pétrissage bien fait, que ce soit à la main, au robot ou au pétrin, va généralement prendre autour de 15 minutes. Je donne ce temps parce que vous revenez un peu au même temps, peu importe quel type de robot vous utilisez. Certes,
Le pétrissage à la main va ne pas être 15 minutes d'un coup, mais parce que justement, on a des rabats. Donc, il faut faire des rabats. Il faut donner le temps au gluten de se reposer, de se structurer avec ses propriétés. Du coup, là, on va être pas sur 15 minutes, mais le temps où on touche la pâte, pratiquement, va être ça. OK? On peut avoir des temps qui se rallongent un peu avec un robot pâtissier, avec un pétrin en fonction de leur vitesse, mais on ne peut jamais s'attendre à pétrir 5 minutes. Faut-il faire des rabats pour toutes ces techniques? Non. D'abord, il faut comprendre l'impact des rabats. Ça, je n'en parlais très très souvent, donc je t'invite à regarder ça sur les différentes vidéos et à vous que vous suivez. Mais les rabats ne sont pas obligatoires pour toutes les techniques de pétrissage. Le rabat donne ce que le pétrissage donne, donc on les fait quand on a besoin. OK? Christophe, bonjour Sergio, comment pétrir le mieux possible avec un robot pâtissier avec crochet? Christophe, il faut déjà que tu aies un bon robot pâtissier capable de tourner à des bonnes vitesses. Et après, il faut faire attention à la gestion des vitesses, ok, et surtout après aux températures. Ça, c'est les deux éléments qui vont impacter le pétrissage avec un robot pâtissier. Okay, donc la bonne technique d'insertion de l'eau, faire attention aux températures. On sait que le robot, vous avez dû remarquer, chauffe, donc faites attention aux températures et de bien utiliser les différentes vitesses. Okay, et surtout, oubliez cette idée que si vous pétrissez trop vite, vous détruisez le gluten. Ça, c'est faux dans ces conditions. Okay. Steven, j'ai un robot pâtissier classique, le pétrissage est pourri, ça reste dans la spirale. Une technique pour avoir en pâte avec un bon réseau. Steven, tu prends les mêmes conseils que je viens de donner à Christophe. Souvent, si la pâte reste autour de la spirale du crochet, peut-être c'est les températures, peut-être il y a très peu de pâte, mais donc faites attention à ce que je viens de expliquer. Alors, on arrive à la question de Maud. Bonjour, mon défi en tant que salarié, pétrissage avec un pétrin spirale monovitesse. J'ai du mal à créer un bon réseau de gluten. Temps de pétrissage 20 minutes, taux d'hydratation 60% avec une farine à pizza premier prix dont la force n'est pas notée. Un conseil, empattement, alors ça c'est tes questions. Alors déjà, il y a plusieurs problèmes. Le premier, et je pars de la fin, on ne peut pas utiliser une farine à pizza à premier prix dont on ne sait pas la force pour faire un bon produit. Donc déjà, peu importe ce que tu fais au pétrissage, si tu n'as pas la bonne farine qui a les bonnes propriétés rhéologiques, donc au niveau du gluten et de l'absorption, ça ne sert à rien. Okay? Donc déjà, tu as un pétrin monovitesse. Donc déjà, tu es limité au niveau de la vitesse à laquelle tu peux tourner. Il ne faut pas rester sur une farine à premier prix. Et ce n'est pas même une question de prix, c'est une question de paramètres rhéologiques, de force de la farine. Donc change de farine et tu verras que ça ira beaucoup mieux. Toujours en mode, j'ai lu plusieurs informations sur la température de base à prendre en compte pour l'eau de coulage. Pétrissage à la main 70 ou 75, pétrissage pétrin spirale monovitesse 60 ou 65. Alors le problème de l'eau de la température de base, c'est que c'est une méthode qui peut marcher, mais on doit le personnaliser dans ces conditions. Okay? Pourquoi? Parce que quand vous choisissez une température de base comme ça du début, vous n'avez pas le contrôle sur la température finale de la pâte que vous choisissez et vous ne savez pas quel degré de chauffement était pris en compte pour le calcul de la température de base. Okay? Il y a des calculs à faire pour comprendre le pourquoi. Je vous laisse, si vous avez le livre, c'est bien expliqué là-dedans. Mais pour tirer des conclusions pour cette question, les chiffres que tu mentionnes ici, peut-être ne vont pas être adaptés à toi. Donc, mieux utiliser la formule générique plutôt que partir sur une température de base, surtout si on veut garder un minimum de contrôle. Okay? Alors, Bill, bonjour Sergio, merci beaucoup pour cette initiative, c'est avec grand plaisir. Effectivement, vous avez problème à obtenir le réseau du gluten. Alors, le but après, ici, vous comprenez bien, c'est pas de résoudre les problèmes de tout le monde, c'est donner des pistes. Si vous voulez apprendre à réaliser un pétrissage, il faut se former. J'ai des cours, que vous soyez amateur ou professionnel, qui sont dédiés à ça. Donc, n'hésitez pas
hein. Vraiment, si vous voulez maîtriser le réseau, maîtriser le pétrissage et arrêter de galérer, de prendre contact avec moi. Mais bon, là, ici, je partage des pistes que vous pouvez quand même explorer. Alors, y a-t-il une méthode meilleure qu'une autre? Pour une hydratation à 65%, faut-il mettre toute l'eau dans le début, y aller progressivement, un garder pour le bassinage? Faut-il une pause durant le pétrissage? À quel moment? Combien de temps? La vitesse est-elle importante? Comment d'autres ont pu le dire? La pâte a tendance à rester collée au crochet. Il a dit une astuce à éviter. Alors, beaucoup de questions, Bill. Mieux toujours partir, me contacter, viens prendre un cours parce que tu as beaucoup de questions. Ici, le message que je vais envoyer à toi et à tous ceux qui sont en train de me suivre, c'est que il n'y a pas vraiment une méthode meilleure qu'une autre, dans le sens où du moment qu'on va travailler une pâte qui est à partir de 65%, je pense que tu as pris bien le bon chiffre parce que c'est vraiment pour moi l'hydratation moyenne à partir de laquelle il faut faire attention. On ne met pas toute l'eau au début, hein. Ça c'est clair, je pense que ça c'est un message que j'ai envoyé clairement et que maintenant un peu tout le monde commence à comprendre à le faire. Après, comment tu fais ça? C'est une question comment dire, de façon de travailler. Il n'y a pas une façon unique une fois que tu es à plus de 65% plus, de pétrir. Mais le but, c'est qu'on doit donner progressivement. Est-ce que tu peux diviser en 2, en 3, faire plusieurs fois? Peu importe. La chose importante, c'est que tu fais attention à tes températures, que tu fais attention à tes vitesses et surtout le temps, les pauses et tout ça. Il faut comprendre en fait le mécanisme derrière la pâte. Si tu as besoin d'une pause, tu fais une pause. Rien écrit de manière vraiment rigide. Donc, il faut s'adapter à son pétrissage et surtout à son robot. Okay? C'est toujours la variable parce que la farine, disons que vous l'avez fixe à chaque fois, c'est vraiment le robot qui est fixe aussi, mais qui peut être différente d'un autre robot, d'un autre pétrin que quelqu'un d'autre peut utiliser, même si vous utilisez la même farine. Donc ça, c'est toutes les questions qu'il faut se poser, surtout au niveau du temps. La vitesse, elle est importante, absolument. La vitesse va impacter l'énergie que tu donnes à la pâte, forcément. Et si la pâte reste au crochet, ça, on vient d'en discuter, donc tu auras déjà à ce moment écouté ma réponse sur la question avant. Ok. Alors, on avance. Sébastien, comment réussir à pétrir dans un robot de cuisine standard? Il n'y a pas cette barre pour retenir la pâte. Oui, il faut comprendre que le robot de cuisine, le robot pâtissier, comme vous l'appelez, ce n'est pas une machine adaptée pour pétrir la pâte. Okay? Ce n'est pas un pétrin, c'est un mélangeur-batteur, voilà, laissez-moi utiliser ce terme, mais qui peut faire l'affaire. Okay? Donc là, si tu mentionnes en fait le fait qu'il n'y a pas de barre, ça, c'est le cas. Il ne faut pas oublier que vous êtes sur des tranches de prix différents parce que le pétrin, effectivement, avec la barre et le mouvement de la cuve, est plus adapté à pétrir la pâte. Donc, comment réussir? Ça, c'est une question très générique. Tu as vu, déjà, j'ai mentionné plusieurs choses. Température, souvent, et vitesse. Alors, Mohamed, je suis intéressé par l'ordre des ingrédients pour un empattement direct. On va un peu tout sur Internet et perso, j'ai un meilleur résultat quand je commence d'abord par l'eau au lieu de la farine. Alors, bonne question. L'ordre des ingrédients sur un empattement qui est de basse hydratation importe très peu, okay, dans le sens où généralement on met toute l'eau d'un coup, donc mettre en premier l'eau après la farine importe très peu. Quand on parle de pétrissage sur des hydratations qui sont plus importantes, je prends le 65 parce que c'est vraiment une bonne chiffre à prendre en compte, et bien à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut obligatoirement partir par la farine. Parce que si vous mettez toute l'eau et après vous rajoutez la farine au fur et à mesure, vous allez galérer, le gluten ne se forme pas bien. Okay? Après, certains robots, certains pétrins surtout professionnels ont la tendance, par exemple, à laisser un peu de farine sur les côtés. Ça, c'est une chose que je vois souvent. Mais généralement, cette farine va être absorbée à un moment ou à un autre plus tard dans le pétrissage. Donc, ce n'est pas un gros problème. Rarement, mais je l'ai vu, j'ai vu des pétrins où j'ai eu des retours où vraiment, il n'y avait pas moyen de prendre cette farine parce que peut-être le pétrin il était mal conçu. Et rajouter l'eau au début et rajouter la farine, c'était une solution.
Donc ça, c'est effectivement ce qui peut arriver. Mais fais attention, toi et tout le monde, qu'on ne va pas mettre tout d'un coup. Ok. Donc, et dans cette optique, que la première roue soit déjà dans la cuve ou pas, change très peu. Donc la chose importante, c'est que si vraiment tu veux démarrer par l'eau au début et après tu mets la farine, c'est eau que tu mets dans la cuve, ce ne soit pas toute l'eau. Sinon, ça ne marche pas. Mais sinon, quand tu regardes cette division de l'eau et cette optique, presque ça change rien. Ok. Alors, je vais quand même répondre les 2 questions hors sujet jusqu'à la fin. Donc, pour tous les FAQ, je vais répondre d'abord donc à toutes les questions sur le sujet et après, à la fin, les questions qui sont un peu hors sujet. Donc là, ici, on en avait 2. Donc, la première, c'était une question de Jérôme, une question qui ne va pas être stupide. Jamais de questions stupides, Jérôme. Mais à quoi c'est dû l'effet léopard? Il y a-t-il une technique d'étalage et de protocole? Alors, j'ai déjà parlé très souvent de l'effet léopard, ça fait pas du mal à répéter. Donc, l'effet léopard est lié à une réaction qui a lieu dans la pâte au niveau des protéines et des sucres. Et c'est voilà, le terme plus générique qu'on utilise, c'est la réaction de Maillard, même si en théorie, on devrait parler des réactions de Maillard. Mais bon, on simplifie. Donc, la réaction de Maillard, c'est ce qui a lieu dans la pâte et va voir en fait ces deux molécules, voilà, ces deux sujets, les aminoacides, donc les protéines, et les sucres qui sont restés dans la pâte. Donc, grâce à la bonne température de cuisson, donc bonne température, ça veut dire quoi? Généralement au-delà des 120-140 degrés, on a ces réactions qui se déclenchent et on commence à voir la coloration de la croûte. Okay. Dans la napolitaine, il faut faire attention parce que si on arrive à bien gérer les températures et surtout on a la bonne pâte avec la bonne quantité d'aminoacides et les bons sucres, la bonne quantité de sucre, donc lié à comment on a géré la fermentation, et ben on a le fait léopard qui va se manifester. Donc c'est un mélange de bonne pâte, okay, avec la bonne fermentation, donc lié surtout au protocole. Et j'ajoute aussi entre parenthèses l'impact de la farine en elle-même, donc sa réponse avec ses sucres, et la cuisson, la température de cuisson. Okay. Donc pour avoir l'effet léopard, il faut les deux ensemble. Okay. Ce n'est pas lié à une technique d'étalage, ce n'est pas lié à un protocole spécifique. Donc, ça, ce n'est pas lié non plus à utiliser un pâton froid. Okay, ça, c'est un gros mythe parce qu'on pense que si on utilise un pâton froid et on a le choc thermique, ça donne le léopard. Non, ça, le choc thermique amène à une coloration incorrecte parce que en fait, vous avez des taches noires sur un fond blanc. Ça veut dire en fait que la pâte était trop froide pour se colorer bien. Il faut un fond doré, il faut les petits points noirs signés voilà, de la réaction de Maillard poussés au bon point. Et surtout, vous allez voir que si vous poussez trop la réaction de Maillard, vous commencez à brûler la pizza. Okay. Donc l'effet léopard, c'est vraiment ce phénomène qui a lieu avec la bonne température et la bonne pâte. Okay. Christophe, le pourcentage de biga s'exprime sur la quantité de farine ou sur le poids total de l'empattement. La pourcentage de biga et généralement tous les pourcentages des ingrédients dans une pâte vont être exprimés sur la quantité de farine. On calcule tout sur la farine. Et du coup, quand tu parles de pourcentage de biga, c'est la pourcentage de farine utilisée pour la biga. Okay. Pas le poids de la biga sur le poids de l'empattement. Donc ça, voilà, ça, il faut faire attention parce que ça mène à calculer de manière incorrecte les différents dosages. On est arrivé donc à la fin de cette FAQ sur le pétrissage. Toutes les semaines, vous allez pouvoir poser vos questions sur le groupe Pizza Technique et Sciences sur un sujet spécifique que je vais choisir toutes les semaines. Donc, je vous laisse le lien vers le groupe ici dans la description. Donc, n'hésitez pas à aller visiter et en fonction de la semaine sur laquelle vous allez tomber, vous pouvez poser vos questions sur le sujet. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter ciao et buona pizza.